saisir la même question de façon répétée pour ne pas troubler. Alors, je remercie les participants qui sont palestiniens et israéliens. On remercie le personnel et l'équipe de soutien qui appuie notre webinaire, les gens de la Palestine, de l'Alliance de la fonction publique. J'aimerais vous exprimer mes sincères remerciements d'être là. Nous allons commencer en reconnaissant que nous sommes réunis sur les premières terres, les terres des Premières Nations. Alors, peu importe où vous vous trouvez au Canada, prenez le moment de reconnaître les terres. Moi, je vous parviens des terres non cédées, traditionnelles du peuple algonquin Anishinaabe. Quand on regarde notre propre histoire de colonisation et d'oppression, nous sommes conscients des injustices qui ont été perpétrées. Alors, nous condamnons les actions passées et nous devons condamner toutes les exemples et les manifestations d'oppression et de génocide. Nous apprenons des Premières Nations les enseignements qui nous mènent sur le sentier de la réconciliation. Il faut d'abord parler d'une voix véritable. La vérité est telle que dans les dernières semaines, il y a plusieurs incidents, des enfants qui ont perdu la vie en raison des bombardements au Moyen-Orient perpétrés par l'État d'Israël. La vérité est égale aussi que le 7 octobre, 1500 Israéliens ont perdu la vie. Nous déplorons la mort de toutes ces personnes. C'est une tragédie internationale et une crise humanitaire importante. Le Canada doit adopter son rôle de leadership en appelant pour un cessez-le-feu et mettre fin au blocage et permettre à tous les soins humanitaires d'accéder à la base de Gaza. Il y a plusieurs gens qui nous ont demandé pourquoi est-ce que l'Alliance se mouillerait avec la tenue d'un tel webinaire. J'espère que la réponse vous sera fournie par le webinaire. À mon avis, le syndicat a un devoir de se prononcer et de se mouiller politiquement. Il doit favoriser la discussion et chercher à faire le pont entre les différents points de vue. C'est par la solidarité. Nous savons que les gens, les travailleurs, les personnes innocentes dans ces lieux de conflit sont malgré eux, impliqués dans ce désastre. Ce webinaire vise à dégager ce que nous pouvons faire concrètement de façon démocratique par le biais de l'action syndicale et nous sommes éclairés. Si vous lisez les déclarations de l'Alliance en 2012, la résolution qui recommandait le boycott et le désinvestissement et qui appelait pour le désengagement des activités en Israël de la part du gouvernement du Canada. Il y a une résolution urgente qui a été adoptée pour exprimer la solidarité avec les Palestiniens et les citoyens d'Israël. Toute vente d'armement à l'Israël devrait être interrompue. La raison que je soulève ce point, c'est qu'il y a des militants qui ont été clés pour l'adoption de cette résolution. Je les remercie de leur militantisme pour continuer à faire avancer ces préoccupations. Et le but de ces résolutions, c'est que notre syndicat se mouille dans les discussions touchant le Moyen-Orient, la Palestine et Israël depuis plus d'une décennie, et ce pour favoriser la discussion, le dialogue et la résolution pacifique. Le syndicat a aussi participé à un vaste mouvement collectif pour demander un cessez-le-feu et demander que les premières vivres soient permises d'entrer dans la bande de Gaza. Nous devons influencer les politiciens canadiens d'agir et de favoriser une paix juste et durable entre Palestiniens et Israélites.
Les causes profondes du conflit doivent être traitées, contrer la haine, l'antisémitisme, la phobie contre les musulmans. Il faut contrer tous ces problèmes dans la société canadienne. Et c'est une crise humanitaire importante qui cause du stress, de l'anxiété, des sentiments de deuil pour plusieurs Canadiens. Je vous exprime mes sincères, mes sentiments les plus profonds. Et donc, pour reconnaître, j'aimerais demander à tout le monde d'observer quelques instants de silence pour reconnaître tous ceux qui ont péri dans les massacres au Moyen-Orient. Merci tout le monde. Alors, passons maintenant aux panélistes. Alors, nous avons Wassim Ghazouzi. C'est un avocat dans le droit du travail, le droit syndical. On a aussi Hassan Husseini, on a Judy Rebick et on a une Rana Daher, une palestinienne et académicienne. Nous allons avoir une présentation de 15 minutes. Commençons avec Rena qui nous joint de la Palestine. Merci Rena de vous joindre à nous. C'est un moment difficile. Il est tard en Palestine compte tenu du décalage horaire, mais vous êtes au centre de tout ce conflit. On espère que vous êtes en sécurité. Rana Dahard est professeure associée en histoire et études contemporaines, directrice du musée à l'Université Azeit en Palestine. Elle s'intéresse à l'histoire et le colonialisme et la culture de résistance. Elle est en voie d'écrire 2 livres, un qui fait la promotion de la compréhension des Autochtones en Palestine. Elle est membre de son syndicat, le syndicat des employés. Ça nous fait grand plaisir de vous avoir parmi nous, Rana. Je vous cède la parole. Merci et bon matin. Il est à peu près 1 heure du matin ici. Tout est calme. Merci pour cette belle présentation, Alex. Et pour l'occasion de vous entretenir de ce qui se passe, je vous parle justement, comme l'a dit Alex, de Ramallah, dans la Cisjordanie, une zone qui vous est communiquée comme étant une zone de guerre. C'est un génocide sur les Palestiniens. On m'a demandé de traiter de 2 points particuliers. Ce qui se passe présentement se cadre dans un contexte historique beaucoup plus large, notamment de la colonisation et le passé historique de la Palestine et du Moyen-Orient. Commençons d'abord par parler du présent, parce que le passé est toujours présent et le présent est toujours atroce, pour l'utiliser comme les autres mots m'échappent. Ce qu'a dit l'historien Shekeli au mois de mai, le 75e anniversaire de la guerre de Nakba, c'était une catastrophe et que les luttes du peuple de Palestine ne continuent. Ce que l'on voit comme sur le tremplin international, ce n'est que l'épicentre du problème. L'ironie de compter sur le présent, la force et la violence même ne peut pas être reflétée dans les chiffres. Si je vous dis, par exemple,
que 6 bombes d'un poids d'une tonne ont été détonnées dans un quartier de Jebali par les forces israéliennes. Vous, comme moi, ne pouvez pas vous faire une image, ce que représentent 6 bombes d'une tonne chaque. Je ne peux pas l'imaginer, mais ce que je tente de vous communiquer aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les bombes qui ont été larguées sur le camp, mais c'est l'existence du camp même où se trouvent des réfugiés. Cette situation déplorable, on est maintenant dans les décombres du résultat de ces bombes. Des gens ont été tués. C'est hier. C'est 1 heure de 26 heures de bombardement d'une population civile dans la bande de Gaza. On a bombardé Jabalia aujourd'hui encore. Et les bombardements continuent pendant la nuit. C'est continu. Ça n'a pas commencé en 2023, mais le passé est présent et continue. Et c'est une guerre de génocide. La vérité est telle que ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Ralph Seal, une sommité connue, a dit c'est un cas typique de génocide. Le Haut Commissariat a démissionné parce que l'ONU, les Nations unies ont failli à la tâche du devoir qui leur incombait en citant ou reprochant à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'être complicites au génocide. Un génocide se déroule devant nos yeux et les organisations que nous desservons semblent impuissantes pour contrer. Le rapporteur spécial des Nations unies ont déploré le génocide et les besoins criants humains et l'intervention nécessaire pour intervenir. Richard Fox a dit que le refus des puissances occidentales, y compris le Canada, en refusant de demander un cessez-le-feu, c'est d'appuyer le massacre qui se déroule sous nos yeux. Depuis la fin d'octobre, selon le ministère de la Santé de Palestine, 8 000 quelques citoyens palestiniens, 60 d'entre eux étaient des enfants. 3 000 enfants ont été assassinés et selon Save the Children, un enfant à tous les 10 minutes est assassiné dans la bande de Gaza. Vous aviez bien compris, un enfant à tous les 10 minutes. Déplorable comme elle est, cette situation n'a pas commencé ici en octobre. Par respect pour vous, je vais tenter de vous donner un survol historique, mais je ne peux pas vous promettre d'être général. Alors, je suis professeur et donc j'aime le détail. Mais pour me dégager de la responsabilité, je vous demande de faire vos propres recherches. Depuis 3 générations, on travaille sur les luttes coloniales, mais non seulement ce qu'a cité Alex pour la reconnaissance autochtone, cette demande d'être entendue et de ne pas être écarté de la discussion. Votre syndicat, avec le regroupement de tous les syndicats qui sont unis pour le militantisme pour la Palestine, doivent utiliser leurs ressources pour militer en faveur de la paix. On ne peut pas se permettre de rester silencieux. Ce qui se produit présentement, c'est une amplification de la guerre menée contre la Palestine. Plus spécifiquement, l'histoire de la Palestine et des Palestiniens remonte à plus du colonialisme. Mais toutefois, l'intervention, l'invasion, l'occupation a commencé lors de la Première Guerre. C'est la guerre impériale, comme on l'appelle. Alors, l'entrée de la mer en Palestine a, pendant la Première Guerre, été une lutte sanglante
une guerre qui demeure toujours sanglante aujourd'hui. La zone géographique qu'on appelle le Moyen-Orient a été partagée par les puissances impériales. Les Britanniques et le rôle du Royaume-Uni a été important. Jusqu'en 1947, il devrait signaler que pendant l'ère coloniale, c'était les Britanniques qui gouvernaient, qui n'ont pas reconnu les droits nationaux des Palestiniens, le peuple d'origine de ces terres. Et ils ont facilité l'établissement des communautés juives en ayant nié l'autodétermination des Palestiniens. Les Britanniques ont compliqué la donne. Ce n'est pas obscur pour les participants. Ce n'est pas aussi théorique. Bien que nos luttes demeurent locales, nous connaissons nos connexions globales. En 1947 et dans la foulée de la Deuxième Guerre, le gouvernement britannique s'est dégagé de la gestion de la Palestine aux Nations unies. On a fait une première tentative en 1947 de faire la partition de la Palestine dans un forum sanctionné par les Nations unies. On n'a même pas parlé d'Israël encore. On a tenté d'arriver à plusieurs compromis et qui continuent à être refusés. Le refus est fondé par l'autodétermination des Palestiniens. Les Britanniques ont dit que ce conflit ne pouvait être réglé. C'est un langage de colonisateur. Ce n'était pas viable. Ce qu'on n'a pas noté à l'époque, c'est ce qui a compliqué la tâche, c'était les politiques du colonisateur. C'était une situation intenable tout simplement en raison du refus des droits des Palestiniens et Palestiniennes et notre refus d'accepter ce refus. Cela a créé la guerre du Nakba et l'année qui a suivi a mené à la déclaration de l'État israélien et en 1949, ils ont de manière violente éliminé ils ont fait de près de 3/4 de la population palestinienne des réfugiés. C'est comme ça que vous commencez à voir la fragmentation de la carte de la Palestine. Ici, vous pouvez voir la nouvelle intervention, la bande de Gaza, cette petite parcelle de terre qui est aujourd'hui sous les feux ou que certaines personnes décident de ne pas voir. Et c'était en lui-même un acte d'impérialisme. Entre 1947 et 67, la bande de Gaza était sous le règne du gouvernement égyptien et la Cisjordanie. Et en 67 et après la guerre d'Outoun, cela a mené à l'occupation pleine et entière de la Palestine, la bande de Gaza et les sommets du Golan, qui sont souvent considérés comme étant des territoires occupés. Cette occupation militaire, quand on regarde, quand on l'analyse au fil des années, a duré comme elle a fait de 67 à aujourd'hui. Donc, cela fait 56 années d'une occupation militaire reconnue au plan international. À travers ce cadre, vous pouvez désormais comprendre le contexte de la guerre de la bande de Gaza. Vous pouvez voir la loi Marshall dans cette bande. La bande de Gaza est la zone la plus peuplée dans le monde. Plus de 3/4 de la population qui vit sur la bande de Gaza sont des réfugiés. Entre 1967 et maintenant, cette petite parcelle de terre et les personnes qui y vivent une intensification d'une guerre qui dure depuis plus d'un siècle. Plus récemment, les Palestiniens ou les personnes de la bande de Gaza ont été assiégés de 60 années de frappes qui ont fait en sorte que la bande de Gaza soit la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde. Et aujourd'hui, comme on veut déjà décrire la bande de Gaza, le plus grand cimetière du monde, j'espère que ce ne sera pas le cas. Alors, j'aimerais vous rappeler le bombardement de Jabalia et tous les bombardements dans la bande de Gaza.
la- ces bombardements sans précédent, les tueries, les assassinats de toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui, ces 3 générations de personnes qui se sont vues refuser le droit d'avoir un chez eux, qui ont été dépossédés, qui ont été déplacés. Ça se passe et cette fois-ci, je vous dis que c'est un niveau de violence sans précédent dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. Nous avons vu la période la plus meurtrière de ce conflit. Pendant le mois d'octobre, les Israéliens ont coupé l'accès à l'électricité et à l'eau à la bande de Gaza depuis la première semaine de cette dernière euh, série de frappes. Euh, Plus de 9000 personnes ont perdu leur vie et plus de 3000 de ces personnes-là sont des enfants. On a l'impression qu'ils essayent d'assassiner la 4e génération. En Cisjordanie, les villes ont été coupées les unes des autres et puis il y a des rafles euh, toutes les nuits et nous avons désormais plus de 10 000 prisonniers politiques en Israël. Nous ne pouvons même plus les compter en raison des différentes frappes et des invasions les soirs en soirée qui ont créé beaucoup de prisonniers politiques. Comme vous pouvez le voir, en tout respect, il ne s'agit pas d'un conflit, mais plutôt d'un combat qui dure depuis plus d'un siècle contre le colonialisme. C'est également un combat de longue date contre l'oppression. Les ports de Jaffa où les libéraux ont protesté contre les infrastructures militaires installées dans cette ville portuaire. Ce n'est pas juste à Nakba que ça se passe, mais il y a également des manifestations qui se tiennent là-bas. En 1936, une grève générale avait été appelée par les enseignants et les travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, c'est la grève qui a le plus duré dans l'histoire des grèves. Et c'était un moment marquant de l'histoire palestinienne dans la forme de la Grande Révolte. Vous pouvez lire là-dessus dans une étude de Kanafan Anassani. De l'autre côté du spectre politique, vous pouvez lire comment est-ce que l'histoire du capitalisme est interreliée avec la colonisation de la Palestine. Je vous encourage à lire sur cette capitale pour voir comment non seulement l'histoire se répète, mais c'est une formation structurelle. La Palestine est une question qui concerne les Palestiniens et Palestiniennes, mais il est essentiel de comprendre comment le capitalisme s'est mué au fil des années pour devenir cette force d'oppression qu'il continue de sévir. C'est la raison pour laquelle la Palestine ou l'Israël en ce moment représente ce qu'il représente sous la forme de conquête impérialiste dans notre monde. Nous espérons que le mouvement de solidarité que nous créons, que nous pouvons profiter de cela pour construire le monde dans lequel nous voulons vivre. Comme en 1936, nous avons vécu également en 1987 un soulèvement en Palestine qui est souvent considéré comme le First Intifada. C'était une grève menée par les étudiants, étudiantes et les travailleurs et travailleuses qui a été commencée en 87. Et ce mouvement, c'était le résultat de beaucoup de rassemblements, d'organisations, très souvent du côté des syndicats. C'était une suite de l'histoire de solidarité avec la Palestine. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des appels à la solidarité dirigés par des bonnes personnes qui s'organisaient en syndicats comme le vôtre et le mien. Ce que nous faisons dans cette salle fait partie de ce mouvement de solidarité entre les travailleurs et travailleuses du monde pour montrer notre solidarité avec la Palestine et nous-mêmes. Je pense que j'ai peut-être pris plus de temps qu'on ne m'avait accordé, je m'en excuse. Je sais que d'autres personnes sur ce panel vont s'exprimer sur ce qui se passe dans le présent de manière plus éloquente que je n'ai pu le faire. Mais j'aimerais que nous gardions à l'esprit que nous ne pouvons pas garder le silence face à ce génocide. Je vais donc profiter des derniers instants pour parler de ce que Alex a mentionné, donc une campagne pour boycotter. Euh, et pour tous les chercheurs et chercheuses ici, nous avons également le mouvement palestinien de boycott de l'Israël. Donc, et ce mouvement a été mis sur pied au début du 21e siècle dans le but de continuer à capitaliser sur le mouvement international appuyant, ou plutôt pour condamner l'oppression par l'Israël de la Palestine.
Alex m'a mentionné que vous êtes inscrit sur cet appel, mais j'aimerais réitérer à tout le monde dans cette salle que ce n'a jamais été plus urgent que ce ne l'est maintenant. C'est comme cela que nous allons construire et développer ces liens entre nous en tant qu'êtres humains. C'est comme ça que nous allons pouvoir construire le monde meilleur dans lequel nous voulons vivre. Et comme l'avait mentionné Anthony Gramsci, l'ancien monde se meurt et c'est le moment de jeter les jalons du nouveau monde. Nous nous retrouvons dans cette crise tous ensemble et on doit agir ensemble. On a demandé la fin de ce génocide et demander un cessez-le-feu immédiatement. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un monde où la manifestation contre le bombardement des enfants devient une demande ou une revendication compliquée à satisfaire. Ce n'est pas le cas. Demander qu'on ne fasse pas taire nos voix, demander et refuser aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination, demander à vivre dans un monde où nous méritons et où nous avons le droit de vivre également. Merci. Merci beaucoup, Rena. Je ne pense pas avoir les bons mots pour cette situation, mais merci beaucoup pour votre force et votre grâce et tout ce que vous faites dans le cadre de votre mouvement. Je sais que c'est une période très difficile pour vous de vivre ce que vous vivez et d'être là aujourd'hui avec nous pour partager cela. Je pense que tous les organisateurs et organisatrices étaient très, très reconnaissants du fait que vous avez pu trouver le temps de nous parler aujourd'hui. Merci d'avoir donné le temps à travers votre présentation, plein de contextes historiques qui retracent le début de ce conflit. Sachez que bon nombre d'entre nous au Canada euh, nous nous sentons dépassés, on est scandalisés par le silence de notre gouvernement. Nous allons continuer à nous organiser, à nous mobiliser, à descendre dans les rues pour demander que le gouvernement du Canada agisse dans le sens de demander un cessez-le-feu et une résolution pacifique de ce conflit. Merci, Rena. Je vais me tourner vers le prochain panéliste. C'est quelqu'un qui vous est très familier, à bon nombre de membres de la FPC, à bon nombre de personnes dans notre mouvement. Hassan Husseini. Hassan Husseini est un négociateur avec l'Alliance de la fonction publique du Canada où il représente les membres de la FPC pendant les négociations contractuelles au niveau, dans les juridictions provinciales, fédérales et territoriales. Il est ici dans le cadre du mouvement pour soutenir la Palestine et il est président du comité Qubit d'Ottawa. Il travaille avec le syndicat Unifor 2920. Hassan a représenté les travailleurs dans sa capacité en tant que représentant national au sein du Congrès des travailleurs et travailleuses et en tant que représentant régional à la FPC. Et en 2014, il s'est présenté à la présidence du Congrès des travailleurs et travailleuses canadiens sur la bannière de militantisme et du militantisme. Il a organisé les gens pour contrecarrer l'occupation du convoi en 2022 et il a organisé une coalition de travailleurs et travailleuses pour appuyer les communautés, les travailleurs tout au long de l'occupation et pour contrecarrer les messages de haine, la haine dirigée contre les musulmans et la communauté LGBTQ+. Alors, mon ami Hassan, à vous la parole. Merci beaucoup, Alex. Bonsoir à tout le monde. D'habitude, je me trouve à Ottawa, mais aujourd'hui, je vous parle de Halifax, qui est le territoire ancestral et traditionnel des peuples Mi'kmaq. J'aimerais commencer par remercier Alex Silas à la FPC et nos partenaires de Independent Jewish Voices d'avoir travaillé ensemble pour organiser ce séminaire important. Je prends la parole aujourd'hui en tant que militant, travailleur et en tant que membre du mouvement de mobilisation pour la Palestine. Et mes paroles aujourd'hui représentent uniquement mes opinions personnelles et non pas nécessairement mon employeur, la FPC. Plus important encore, même si j'ai étudié la politique du Moyen-Orient et la crise israélo-palestinienne. Je vous parle aujourd'hui à titre de militant et en tant que quelqu'un qui a vécu de l'occupation israélienne du Liban dans les années 80 et j'ai vécu pendant cette période la brutalité de l'occupation israélienne.
Ce soir, j'aimerais traiter de 3 points de manière très brève, même s'il pourrait m'arriver de dépasser un tout petit peu le temps qui m'est accordé. Le premier est de savoir quelle est la position du Canada vis-à-vis de cette crise aujourd'hui et dans le contexte historique. Et aujourd'hui, vous expliquer également quel est le rôle ou le mandat de notre groupe, de notre mouvement, et pourquoi est-ce que la solidarité avec les mouvements de libération de la Palestine est une question très épineuse. Et troisièmement, j'aimerais vous donner quelques idées sur comment vous, en tant que syndicat et en tant que militants et militantes, peuvent travailler pour mettre un terme à ce génocide qui se déroule à Gaza aujourd'hui et ce que vous pouvez faire pour appuyer le peuple palestinien et les travailleurs et travailleuses. Commençons par déconstruire certains mythes au sujet de la neutralité canadienne sur la scène internationale. C'est un mythe très populaire et nous savons que le Canada se veut un pays de paix et de préservation de la paix. Il se préoccupe et lutte en faveur des droits de la personne, ainsi de suite. Nonobstant cela, le Canada a appuyé la colonisation par les sionistes de la Palestine depuis la création de l'État israélien en 1914 et l'attaque de Nakba dont Rana nous a parlé et sur lequel je ne reviendrai pas. Alors, en 1947, lorsque le Royaume-Uni voulait relâcher son contrôle historique sur la Palestine, alors les Nations unies ont mis sur pied un comité qui est le comité spécial des Nations unies sur la Palestine et un certain nombre de pays ont siégé, ont envoyé des représentants à ce comité. George Ivan C. Rand, le seul infameux Rand de la formule Rand, dont on est très familier dans le mouvement des travailleurs et travailleuses. Je ne vais pas élaborer là-dessus. Il était le représentant canadien au sein de ce comité spécial des Nations unies. Et il a joué un rôle critique dans l'élaboration et la promotion de la résolution 181 qui a mené à la partition, à la division de la Palestine. Il ne l'a pas fait pas par engagement vis-à-vis d'une cause plus grande que sa personne, mais à l'époque, nous cherchions une solution à 2 États ou une solution à un seul État, mais Avicy Rand et les autres ont plutôt milité en faveur d'une solution de division en faveur, travaillant ainsi pour le projet sioniste en honneur de ses supérieurs et du premier ministre Pearson, qui à l'époque était le sous-secrétaire aux Affaires étrangères. Et nous avions, il est souvent appelé le Belfort du Canada. On a créé des bourses et des prix en son honneur pour lui remercier pour son service à la création de l'État d'Israël. Et si vous lisez ce document-là pendant cette période, et ces documents sont facilement accessibles aux archives nationales du Canada, vous vous rendrez compte très facilement les échos racistes et colonialiste qu'il a exprimé pendant la création de l'État israélien en militant en faveur de la résolution de partition, ce qui n'était pas contraire à cette mentalité, car c'est la même mentalité qui a été utilisée pour coloniser les peuples autochtones, soi-disant pour les civiliser. Les propres mots de Ivan Rand, et je le cite, étant donné que l'Israël joue un rôle important en ce qui concerne les valeurs de la liberté individuelle, la création d'un nouvel État serait une véritable lueur d'espoir dans un monde sombre dans lequel vit l'humanité. Donc, l'État d'Israël a existé pour des valeurs éthiques et pour continuer l'œuvre civilisationniste de l'Occident. Et donc, vous pouvez entendre les échos colonialistes dans ces propos. Alors, en Palestine, au fil des années, nous avons vécu différents changements. Euh, les critères qui ont été établis ne sont pas détournés de la position américaine et européenne pour protéger l'État d'Israël comme étant l'un des leurs. Le Canada l'a fait et bien entendu, officiellement,
s'oppose aux installations israéliennes, à l'occupation israélienne en territoire palestinien. Et il y a des territoires palestiniens qui sont occupés par l'Israël et ces différentes installations sont en directe violation du droit international. Et ce faisant, ils ont occupé ces territoires contrairement au droit international. Mais le Canada, lui, n'entreprend aucune action pour agir pour se prononcer contre cette violation. Je ne parle pas là du peuple canadien qui de plus en plus se rend compte de la vérité et se dresse en soutien pour les droits des Palestiniens et Palestiniennes à la libération. Non, non pas seulement cela, mais les votes du Canada aux Nations unies au cours des dernières décennies, notamment sous le gouvernement Harper et faisant suite au gouvernement Trudeau, ils ont été très partial et ils ont offert une protection diplomatique pour le gouvernement de l'apartheid israélien. La semaine dernière, le Canada s'est abstenu sur une résolution qui appelait à un cessez-le-feu. Oui, vous avez entendu, le Canada qui est une nation qui travaille pour la sauvegarde de la paix, s'est abstenu d'un protocole de la part de la communauté internationale visant à mettre un terme à ce carnage et à ce génocide. C'est le même Canada que, bien entendu, duquel nous attendons beaucoup plus. Toutefois, il n'est pas surprenant étant donné que le Canada, en tant qu'État et en tant qu'élite au gouvernement au Canada, ils n'ont pas pleinement reconnu ni et ils n'ont non plus fait face à leur propre histoire de colonisation avec les peuples autochtones vivant au Canada. Donc, cela n'est pas du tout surprenant. Alors, c'est pour cela que vous entendrez Trudeau et d'autres leaders politiques au Canada, notamment certaines personnes de certaines chapelles politiques et des libéraux qui parlent des valeurs partagées entre le Canada et l'Israël. Ces valeurs partagées sont les valeurs de colonialisme et nous devons reconnaître cela et reconnaître cela avant de pouvoir aller de l'avant et commencer à régler les propres problèmes que nous avons, nos propres problèmes que nous avons créés au Canada. Et donc, ces partis soi-disant progressistes comme le NDP qui a récemment appelé un cessez-le-feu, ils ont continué et ils ont confondu le colonisateur et le colonisé. Et ce faisant, ils aggravent la situation et plus récemment avec la décision du député de l'Ontario du NDP qui a rejeté une musulmane et une personne handicapée, noire qui a été interdite de son caucus, tout simplement parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait, elle a refusé de s'aligner sur la politique du parti. Et plein de personnes de la classe moyenne et les Canadiens et Canadiennes dans l'ensemble commencent à condamner Israël pour ses crimes et descendent dans les rues par milliers pour appuyer le droit de la Palestine à son autonomie, y compris la classe moyenne politicienne qui commence à condamner cela. Quand je parle d'apartheid, par exemple, ce n'est pas une terme logique que j'ai inventé. L'apartheid, comme le terme a souvent été utilisé par des organisations internationales et d'autres personnes comme Amnesty International, Human Rights Watch, et ils ont utilisé ce terme pour décrire le système qui existe en ce moment dans les territoires occupés en Israël et vis-à-vis du peuple palestinien. En ce qui concerne le soutien du Canada pour l'État israélien, il devient de plus en plus un fournisseur de marques de confiance d'armes à Israël qui continue à aider à bombarder la Palestine. Donc, le Canada continue à apporter du soutien militaire à l'Israël, continue à favoriser ou à faciliter le recrutement des soldats pour appuyer la cause israélienne. Donc, ce faisant, ils utilisent l'argent du contribuable pour appuyer cette cause. Et si vous voulez savoir davantage sur la question, vous pouvez visiter notre site web qui a mené à pas mal de recherches sur la question. Tout cela pour dire que le Canada n'a jamais été véritablement un acteur neutre sur la question palestinienne. Et récemment, une politicienne a mentionné que la Palestine est le véritable test de moralité
la planète. Et malheureusement, avec les événements des derniers jours, c'est un échec total. C'est quoi la Palestine? Et que pouvons-nous faire? Un réseau de travailleurs et travailleuses à travers le Canada se dresse en faveur et en solidarité avec les travailleurs et travailleuses palestiniens et palestiniennes, et nous reconnaissons le rôle que jouent les syndicats pour appuyer la cause palestinienne. Nous l'avons fait dans le cas de la lutte pour la justice en Afrique du Sud, et nous pensons que nous avons également un rôle important à jouer en ce qui concerne la lutte pour la justice des Palestiniens. Pour citer Nelson Mandela, la liberté des Sud-Africains est incomplète sans la libération du peuple palestinien. Et c'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Nous voulons parachever cette œuvre de libération. Le but des travailleurs en faveur de la Palestinienne, c'est pour attirer l'attention sur la cause des Palestiniens, c'est pour appuyer les syndicats, les travailleurs et travailleuses en Palestine, pour éduquer les gens sur l'histoire de la lutte palestinienne pour la libération, pour également exposer le rôle de l'État canadien et sa complicité avec Israël pour violer le droit international et pour développer de la solidarité en faveur des mouvements de travail et travailleuses ou des droits de la personne palestinien. Même si vous voulez vous joindre à cette cause, vous pouvez visiter notre site web ainsi que tous nos comptes sur les réseaux sociaux sur les mouvements des travailleurs et travailleuses palestiniens. Les syndicats sont des organismes politiques de nature. Ils se lancent dans des campagnes politiques. C'est la raison pour laquelle nous mentionnons que la crise palestinienne est également, d'une manière ou d'une autre, une crise des travailleurs et travailleuses. Nous menons des activités de lobbying pour de meilleures politiques publiques et plein d'autres questions de justice sociale, bon nombre desquelles vont profiter à la société dans son ensemble et non pas des personnes de certaines franges politiques ou certaines couches de la société. Et donc, les syndicats jouent un rôle important ont joué un rôle important dans la libération du peuple sud-africain du régime de l'apartheid. Nous continuons à appuyer, nous avons appuyé cette cause un peu tardivement pour deux raisons, parce que le African National Congress était considéré comme étant anti-occidental, et aussi parce que Nelson Mandela était considéré par les grands médias au Canada comme étant un terroriste. Donc, pour certaines personnes dans le mouvement des travailleurs et travailleuses, ils voulaient se distancer et ne pas se prononcer officiellement en soutien de ce mouvement, comme ils le font aujourd'hui vis-à-vis du mouvement de libération du peuple palestinien. Nous avons fait énormément de chemin en ce qui concerne le fait de voir Nelson Mandela comme étant plutôt le héros de la lutte anti-apartheid, et nous l'avons même soutenu dans la formation de son gouvernement en Afrique du Sud. Alors, je pense que le même rôle et la même pression peut être exercée par le syndicat, notamment en ce qui concerne la vague de sanctions qui est envisagée. Il y a une campagne qui est mise en place, et en ce moment, nous avons énormément de syndicats nationaux, et je ne veux pas les citer, qui ont sorti des positions en faveur de la cause palestinienne. Plein de syndicats ont adopté cette campagne-là. Nous devons encourager les autres syndicats à adopter la même position, mais ça ne suffit plus. Je pense qu'on a besoin d'aller au-delà de ce soutien sur papier, de prendre des mesures pratiques, de faire pression sur notre gouvernement canadien, d'arrêter de se faire un complice et d'arrêter de bafouer le droit international. On devrait également imposer un régime de sanctions contre Israël. En ce moment, c'est la seule façon par laquelle on peut continuer à appuyer la cause palestinienne. Je vous dirais que notre mouvement n'est pas très différent du mouvement des travailleurs et travailleuses qui vous mènent souvent sur les lignes de piquetage, et je pense qu'on devrait demander auprès des Palestiniens et Palestiniennes ce dont ils ont besoin de nous en termes de soutien à cette période critique de leur existence. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de solidarité, et nous, au sein du mouvement des travailleurs et travailleuses, il est question de solidarité et non de charité. Les organisations en soutien de la Palestine ont lancé un appel aux travailleurs et travailleuses à travers le monde de se rendre sur les lignes de piquetage pour faire pression, une pression non violente sur l'Israël jusqu'à ce qu'il accorde les trois demandes de ce mouvement, donc mettre un terme à la colonisation et l'occupation des terres, et briser le mur entre les deux États, et reconnaître le droit des Palestiniens à leur droit à l'autodétermination, et reconnaître et leur permettre aux citoyens palestiniens et palestiniennes de retourner chez eux et de respecter le contenu de la résolution 194 des Nations Unies, de s'engager à travailler sur la lutte contre le colonialisme tant en Israël, en Palestine, qu'à l'international.
Et je pense que si on a besoin d'être cohérent avec notre politique et qu'on veut appuyer la décolonisation du peuple palestinien en adoptant la position de notre mouvement, nous devons agir là-dessus. Alors, confrères, consoeurs, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire en ce moment. Il y a un génocide qui s'opère en ce moment, qui se déroule sous nos yeux. Et comme Renal a mentionné, ce génocide est le nettoyage ethnique que subit le peuple palestinien aujourd'hui n'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui se déroule depuis plus de 75 années. Et bien entendu, nous avons une tâche sous les yeux à l'immédiat. Et je pense que le fait d'assister à des rassemblements et à manifestations, c'est très important. On doit rallier le plus grand nombre de personnes possible parce que cela appelle un cessez-le-feu immédiat. Ils appellent à mettre un terme au siège de Gaza d'arrêter de tuer les civils. Nous devons nous prononcer haut et fort. Vous devez contacter vos dirigeants syndicaux, ceux qui n'ont pas encore pris position. Demandez-leur de prendre position, une position claire et de le faire en faveur de notre mouvement. Et contactez votre député dans votre circonscription et demandez-leur de se prononcer en faveur des droits humains des Palestiniens et Palestiniens et d'appeler à un cessez-le-feu immédiat. Et en ce qui concerne le moyen à long terme, vous pouvez mettre en place des comités en faveur des droits dans l'autodétermination de la Palestine. Et si vous n'avez pas une position en appui de la cause palestinienne, je vous encourage à en avoir. Si votre syndicat ou votre section locale ou votre conseil de travail et travailleuses a une position en faveur de ce mouvement, travaillez avec les autres membres de votre section locale pour agir là-dessus. Commencez au niveau commencer par vous organiser autour de cette politique, ensuite évoluer vers les régimes de retraite et aller condamner des entreprises qui profitent de cette occupation israélienne de la Palestine et ensuite contacter des mouvements comme Jewish Voices, contacter Labor Against the Arms Trade et travailler avec nous pour créer des zones libres dans vos milieux de travail, dans vos communautés, dans vos universités, où que vous vous trouvez. Où que vous vous trouvez. Se prononcer, se joindre à une manifestation et agir, c'est des formes de résistance. Et plus important encore au Canada, c'est des formes des manifestations de votre solidarité contre l'apartheid, contre cette forme de colonisation, contre l'occupation, contre le génocide. Donc, s'il vous plaît, n'arrêtez jamais de résister, n'arrêtez jamais de vous dresser contre les personnes qui vont opprimer des enfants parce que les peuples de la bande de Gaza ne nous le pardonneront jamais. La brutalité, le niveau de brutalité que nous vivons en ce moment sur la bande de Gaza et en Cisjordanie, c'est cette brutalité et ces actions à caractère génocide n'est pas une démonstration de force, mais plutôt une preuve éclatante de faiblesse. Ce niveau de brutalité, en dehors de cette brutalité, je n'ai jamais été autant optimiste que la Palestine sera libérée de mon vivant. Merci beaucoup. Merci Hassan pour ta présentation, d'avoir expliqué le rôle du Canada, le rôle que peut jouer les mouvements syndicaux et tu as lancé un appel à communiquer avec nos élus. Je vais ajouter en disant, adressez-vous à vos leaders syndicaux parce que la lutte pour la justice commence à la base. Alors, merci Hassan et merci avec tous ceux qui travaillent avec Labor for Palestine. Alors, j'ai maintenant le privilège de vous présenter de Judy Rebick de Independent Jewish Voices. C'est une des féministes les plus reconnues au Canada. Ça nous fait grand plaisir de te recevoir. C'est l'ancienne présidente du Statut national sur l'action pour les femmes et elle a milité pour le droit à l'avortement dans les années 80 et c'est une alliée du mouvement syndical depuis longtemps. Elle a participé au comité régional des femmes. Elle est l'auteure de 6 livres et elle a écrit son mémoire. Je vais tout de suite après le webinaire aller me chercher une copie. Alors, ça me fait plaisir de te céder la parole, Judy. Merci, Alex. Merci, Hassan. Ça me fait plaisir de te voir à nouveau. Quelqu'un dans les questions dit, pourquoi avez-vous invité une juive? Ben, moi, je vais le dire. Je suis une juive. Je suis née et j'ai été élevée et grandi. Et ma première lutte
On appelait ça des bar mitzvahs parce qu'à l'époque, on appelle ça des bar mitzvahs parce qu'à l'époque, les garçons seulement pouvaient avoir ça. Et moi, je me suis lutté pour savoir pourquoi une fille, je ne pouvais pas avoir un bar mitzvah comme mon frère. Je suis définitivement juive, mais je suis différente de la plupart des juifs et juives. Je ne crois pas que Israël, ça a été bon pour les juifs. Pas du tout. J'ai commencé à penser ça en 1970. Je suis allé en Israël. J'étais un hippie, si vous voulez. Alors, je n'achetais pas ce qu'on appelait Israël et j'ai été étonné de voir ce que j'ai constaté. J'ai vu le racisme, ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on appelle encore des Arabes. On les appelait pas des Palestiniens. J'ai été horrifié de constater ça. Et donc, le résultat, à mon retour au pays, j'ai étudié et j'ai vu que le concept d'Israël, le zionisme, ce judaïsme, ce n'est pas seulement qu'une religion, mais c'est une nationalité qui ont droit à leur propre nation. Je n'y croyais pas à l'époque. Maintenant, c'est un fait. Il nous faut une différente solution. Je crois dans la démocratie. Je ne crois pas à un État hébreu, à un État islamique. Oui, je suis juive. Et si le Canada était un État chrétien, ben moi, je m'opposerais à ça parce qu'on n'avait pas les droits égaux. Alors, que ce soit le cas autant à l'intérieur d'Israël que dans les secteurs et les terres occupées. Ben, j'appelle à la foutaise. Il y a beaucoup de foutaise qui s'échangent et qui se dit sur ce débat. Cette idée que si on critique Israël, qu'on est antisémite. Certainement, certaines personnes qui critiquent Israël sont effectivement des antisémites, mais ce n'est pas une équivocation. Il y a une très petite minorité de Juifs qui s'expriment. En 2009, j'étais une de 8 femmes juives qui ont occupé le consul israélien pour opposer une attaque sur la bande de Gaza à l'époque. Et il y avait un petit nombre de gens qui ont manifesté, de juifs. La plupart étaient des gens de la gauche. Mais ça change. On a eu une manif de juifs à Toronto pour réclamer le cessez-le-feu, des juifs contre le génocide. La semaine dernière, 500 personnes se sont présentées. Et moi, j'en suis venu aux larmes aux yeux. Et il n'y a jamais une manif qui m'a suscité des larmes. Mais ce que je constate, de plus en plus de Juifs aux États-Unis, c'est notable, il faut le souligner. Je suis terrible. Alors, Jewish Voices for Peace, ils ont organisé 500 Juifs ont occupé le Congrès pour exiger un cessez-le-feu. Il y a des milliers de milliers qui ont manifesté dans les rues de New York, des Juifs et à Brooklyn pour demander un cessez-le-feu. Et donc, ça et le nombre de personnes qui se sont prononcées. J'ai parlé à un rallye il y a quelques semaines, le premier grand rallye. Je ne sais pas combien de gens y étaient, mais c'était le plus grand rallye que je me souvienne euh, depuis l'époque des manifs pour le droit à l'avortement. Il devait y avoir 5 000 ou 6 000 personnes. On n'a pas vu ça à Toronto depuis très longtemps. Et aux États-Unis, les manifs sont importantes et partout, même en Corée, à Séoul, des gens se soulèvent pour appuyer la Palestine, les gens de Gaza et pour demander un cessez-le-feu. J'aimerais plutôt discuter, Hassan, de comment tu fais pour puiser ton optimisme. Mais je vois la montée d'un nouveau mouvement pour la paix. Et c'est ça qui me réconforte. Mais il n'y a pas beaucoup de militantisme de la part des syndicats. Je suis allé à plusieurs manifs
Et maintenant, il y a des drapeaux, des syndicats quand on a des manifs pour le changement climatique. Il y a des drapeaux pour les revendications, pour la réconciliation autochtone. Alors, c'est pour ça que je suis content d'avoir été invité à un webinaire pour parler de l'importance et du rôle critique que peuvent jouer les syndicats et le mouvement syndical. Parce qu'en 1982, il y avait un congrès de la Fédération du travail de l'Ontario. Peut-être quelqu'un d'autre s'en souvient. Le docteur Morgenthaler avait ouvert une clinique illégale d'avortement et le gouvernement de Bob Rae, ce n'est pas notre favori présentement, hein? Quand il était premier ministre de l'Ontario, il a refusé d'appuyer la clinique Morgenthaler parce qu'elle était illégale. Il a dit à l'époque, nous devons faire respecter la règle du droit. Alors, nous sommes retournés à la Fédération du travail. Il y avait beaucoup de femmes. On a exigé que le Conseil du travail appuie la clinique. Il y avait des gens qui s'opposaient au droit à l'avortement. Ils n'avaient pas la voix majoritaire dans le mouvement syndical. Il y a bien des gens qui ont dit, ben, ce n'est pas un enjeu syndical. Et il y a des gens qui étaient bouleversés parce qu'ils étaient catholiques ou ils s'opposaient au droit à l'avortement pour une autre raison. Et Cliff Pilkey, qui était président de la Fédération, est venu sur le parquet du Congrès. Il a dit, ce mouvement syndical est composé de 50 de femmes. Et donc, si le droit à l'avortement, c'est un enjeu pour les femmes, ça devient un enjeu pour le syndicat. On a gagné. La Fédération du travail a appuyé la clinique de Morgenthaler, même alors qu'elle était illégale. Et ça, pour moi, c'était un tournant parce que le mouvement syndical nous a aidés à défendre les cliniques quand il y a eu des incidents de violence. Bon, quand on parle de la lutte juive, parce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire valoir que c'est de l'antisémitisme que de s'opposer à Israël, non seulement pour le pouvoir du mouvement syndical. Les Palestiniens, les musulmans, les Arabes qui participent à ces marches, ces manifs, quand on voit la présence syndicale, ça parle fort. Et quand moi, j'ai parlé au nom des Juifs pour la paix, je n'ai jamais eu de gens qui sont venus me parler pour me dire merci avec les larmes aux yeux, parce que les Palestiniens se sentent isolés en raison de la propagande et des reproches que l'on leur adresse en étant antisémites parce qu'ils opposent le régime israélien. Je vous dis, moi, je n'ai jamais rencontré les gens, ils sont pas, on est fâchés contre les Juifs, on n'est pas antisémite, hein? On est en guerre ou en colère contre Israël. Le Hamas, c'est antisémite, oui, absolument. En Palestine, je suis allé rencontrer des féministes juives et pour aller les aider, leur parler comment faire échec avec Hamas. C'est pas Israël qui a aidé le mouvement non violent de Palestine. On n'a pas voulu appuyer les forces démocratiques en Palestine. On a voulu se concentrer sur les forces qu'on appelait antisémites. Bon, quiconque s'oppose avec Israël, bon, le judaïsme et on est antisémite. Alors, il y a un grand débat au 19e siècle et au 20e siècle et dans le 21e siècle sur le bien fondé du zionisme. Quand on croit au zionisme, on croit à l'État juif. Il y a une distinction nette entre le judaïsme et le zionisme. C'est la même différenciation qu'il faut faire entre être musulman et croire à une république musulmane. Israël a un lobby très efficace au Canada. On s'en prend à tout le monde qui se prononce contre Israël et il faut travailler pour contrer ça. La raison qu'il est important d'avoir des débats et il faut entendre parler de Juifs
qui doivent se faire entendre dans les médias. Et je vais conclure avec cette remarque. Un des points importants dans les discussions. Bon, Democracy Now, c'est une très, très bonne source de renseignements. On entend des histoires de Juifs qui ont été tués par Hamas. On entend leurs histoires individuelles. Mais avons-nous entendu des histoires individuelles des Palestiniens qui ont succombé, qui ont été assassinés et bombardés? Non. Ces Palestiniens ont tout perdu et continuent à être aux prises avec d'immenses défis pour parvenir. Je ne sais pas si les autres qui sont de mon époque, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la montée qu'on a eue à l'époque de la protestation contre le Vietnam. Et donc, il faut appuyer on a appuyé à l'époque les gens du Vietnam. Et c'était presque hérésie anti-américaine d'appuyer les Vietnamiens et de revendiquer la paix. Mais c'est l'équivalent aujourd'hui avec la Palestine, selon moi. La violence déplorable. C'est très important pour le mouvement syndical de se faire entendre, d'être vu, d'être présent aux manifs comme vous le faites. Alors, merci. Merci d'avoir lancé cette initiative de webinaire. Merci, Judy. C'est un immense honneur de t'avoir reçu. Merci pour ta présentation et merci d'avoir si clairement articulé la distinction entre le zionisme et le judaïsme, la distinction entre l'État hébreu et les Juifs. C'est important de comprendre la distinction et d'être objectif. Alors, merci beaucoup. Une chose que je veux signaler avant de passer au prochain panéliste, il y a un bon nombre de questions. Je veux rappeler à tout le monde qu'on va en arriver aux questions à la fin de la présentation du dernier panéliste. On ne répondra pas aux questions proposées. Nous allons les acheminer aux panélistes et ils pourront répondre a posteriori. Alors, sur ce, je vous présente le dernier panéliste, Wassim Garzoui, qui parlera des droits des Palestiniens dans les milieux du travail. Sa pratique se concentre sur la défense et la représentation du mouvement syndical et des employés syndiqués. Wassim et moi, on s'est rencontrés pour la première fois en 2019 quand il a assisté à la représentation de ma section locale. J'étais vice-président à l'époque dans des griefs. Il négocie au nom de syndicats. Il est l'ancien président de l'Association des avocats spécialisés en droit syndical. Il enseigne à temps partiel à l'Université d'Ottawa en droit. Le cours avancé en droit du travail en français et en anglais. Et il a mené la syndicalisation à l'Université d'Ottawa et il enseigne aussi à Queen's University pour les conventions collectives. Il est l'auteur d'un livre pour avoir le succès avec les griefs et au niveau de la représentation et de l'arbre. À l'extérieur du droit, il n'a aucun intérêt. Il est pleinement dévoué à ses clients et c'est peut-être Wassim, à toi. Merci, Alex. Je voulais juste commencer par vous raconter une petite anecdote que j'ai apprise à l'école quand j'étais en formation de droit. Il y a 10 à 15 ans de cela, j'étais dans un panel et ce panel était constitué d'un groupe d'avocats de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et la question était de savoir comment parler de l'Israël et de la Palestine au milieu de travail. Et je me rappelle toujours qu'un des intervenants avait mentionné, il avait dit, ne le faites pas
Et puis, il s'était arrêté là, il était sérieux comme une crise cardiaque, et puis toute la salle a été pétrifiée, et cela a donné le ton pour ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais dans une audience aujourd'hui, j'ai discuté avec les décideurs et l'avocat de la défense, et je leur ai mentionné que j'allais avoir un panel aujourd'hui pour parler des droits des employés, la liberté d'expression, quelles étaient les différentes limitations, et je leur ai dit, quel conseil est-ce que vous me donnerez? Et là, je m'adresse encore à deux avocats, et les deux m'ont dit, mon conseil serait, ne le faites pas. Et je pense que cela a vraiment ramené ce contexte vraiment lourd lorsqu'il s'agit de la question israélo-palestinienne tout au long de ma carrière professionnelle. Je voulais mentionner que bon nombre de personnes, notamment les employés du gouvernement, sont familiers avec les droits tels que la liberté d'expression, la liberté d'association. Et lorsque vous entendez ces droits-là sur papier et qu'ils sont protégés dans la charte, vous avez l'impression qu'il s'agit là de droits très, très importants, très puissants. Et toute personne à Ottawa, en février 2022, vous avez entendu le mot liberté qui s'est traduit en une occupation ou les blocs d'appartements et de rues ont été assiégés. Je voudrais me concentrer dans le cadre de ma présentation sur les différentes limitations à la liberté d'expression, parce que c'est une question que je reçois tous les jours, et même au cours des 2 dernières semaines, je peux vous dire que j'ai discuté avec des professeurs d'université qui ont été retirés à des salles de classe en attente d'enquête pendant des discussions relativement au conflit actuel. J'ai discuté avec des assistants et assistantes qui travaillent dans des cabinets, des cliniques privées qui ont été renvoyés. C'était des personnes qui n'étaient pas syndicalisées qui ont été renvoyées. J'ai discuté avec des pilotes, un en particulier qui a été renvoyé, remercié en raison d'une publication sur les réseaux sociaux, mais également des journalistes et des avocats qui ont vécu énormément de traitements agressifs vis-à-vis de leur prise de position sur la question. Alors, j'aimerais axer ma présentation sur la plupart des membres de l'FPC, les employés du secteur public fédéral qui, en général, sont syndiqués. Et je voudrais vraiment ancrer ma présentation sur les droits auxquels ils ont accès et quelles sont les limitations à ces droits. Alors, en guise de point de départ, et bon nombre de personnes sont au courant de cela, quelle est cette expression dont on parle souvent, liberté d'expression? Et ça va être une réponse frustrante pour tout le monde qui écoute ici. En fait, c'est sujet à certaines limites, et les gens vont me demander quelles sont les limites à la liberté d'expression. Tout ce qui est raisonnable, on va dire, des limitations raisonnables. Et c'est quoi raisonnable? Ça dépend des circonstances de la situation. Donc, ce n'est pas suffisamment clair, je vous l'accorde, mais les employés du gouvernement, même si on pense qu'on a des protections que des employés non syndiqués n'ont pas, on a également des protections que d'autres employés du gouvernement n'ont pas. Mais le revers de la médaille, c'est que nous avons des principes que vous avez certainement entendus un moment tout au long de votre carrière, qui est ce devoir de loyauté générale. Ce devoir général de loyauté qui existe pour les employés du secteur public fédéral n'est pas un nouveau concept en soi. C'est plutôt un concept qui a été défini, débattu dans les tribunaux et dans des décisions euh, arbitrale, et cela démontre le caractère très controversé de la question. Et il y a eu un précédent qui a eu lieu à Kingston dans les années 80, dans l'affaire Neil Freda. Toute personne qui s'intéresse à la question de la liberté d'expression, Neil Fraser travaillait pour Revenu Canada et n'avait rien à voir avec le système métrique ou impérial, mais pour une raison ou une autre, il était vraiment fâché contre le fait que le Canada fasse la transition du système impérial au système métrique, à tel point qu'il sortait des articles dans les revues, il se rendait à des rencontres de conseils et à d'autres forums publics et disait la mesure de votre, euh, la mesure de votre liberté enfin, il s'est prononcé tellement, et il militait en faveur des droits des gens à sa liberté d'expression, qui ne devrait pas être limité pour la seule raison qu'il est employé du gouvernement fédéral.
Et donc, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Et dans la décision du tribunal, on a dit, ce n'est pas parce que vous êtes un employé du secteur public fédéral que vous perdez votre droit à la liberté d'expression, mais dans ces circonstances, il est peut-être allé trop loin en se présentant à toutes les manifestations, en devenant une figure publique, et cela jusqu'à la Cour suprême, son licenciement a été maintenu. Donc, je veux juste mentionner que tout le monde le reconnaît et tout le monde va le dire que dans une société démocratique, les débats publics sont importants. Et bien entendu, personne ne dira le contraire, mais lorsque vous discutez de cette question particulière, les gens vont vous dire, ben, vous êtes allé un peu trop loin, vous avez exagéré. Mais dans l'ensemble, on comprend que les débats politiques au public font partie de la société, une société démocratique. Dans l'ensemble, les employés du gouvernement ont commencé comme un petit groupe de personnes dans les années 50 et 60. Donc, aujourd'hui, ça a évolué, ça devient un très grand groupe. Et donc, interdire ou bannir les droits à la liberté d'expression serait donc interdire ce droit à une bonne frange de la communauté ou de la société. Donc, ce qui nous ramène au concept du bon sens, car c'est un concept tout aussi ambigu et fluide, et je comprends à quel point c'est compliqué pour des employés de naviguer ces eaux assez troubles. Raison pour laquelle je voulais vous parler de certains facteurs qui vont être examinés pour déterminer si oui ou non le discours que vous communiquez est de nature raisonnable, ou quels sont les facteurs qui vont être pris en compte au moment de votre interrogatoire. Et donc, j'aimerais faire comprendre qu'il y a une distinction si vous communiquez au milieu de travail, ou si vous avez des pancartes, ou si vous dites à vos collègues comment est-ce qu'ils devraient se comporter, ou comment est-ce qu'ils devraient réfléchir. À ce moment, ça pourrait recevoir un autre traitement par rapport à si vous êtes un intervenant public à une manifestation publique, ou si vous avez une page de réseaux sociaux à Facebook privée ou public. Mais je voudrais insister sur le point qu'une fois que vos actions rentrent dans le milieu du travail, l'employeur peut utiliser cela comme motif pour vous imposer des sanctions disciplinaires. À titre d'exemple, si vous publiez quelque chose sur votre page Facebook et qu'un collègue voit ce message et dit que le message était haineux ou contenait des propos haineux, et qu'il était incohérent avec votre rôle en tant qu'employé au sein de cette structure, alors l'employeur pourrait enquêter l'affaire et prendre des décisions. Voilà les facteurs dont je voudrais vous faire part. Alors, c'est un peu compliqué, mais je voudrais que tout le monde qui est sur ce panel ce soir, que tout le monde réfléchisse au fait de se poser la question de savoir comment cela m'affecte. Premier aspect, la nature de votre travail. Si vous travaillez pour Affaires mondiales Canada et que vous prenez position sur une question étrangère ou une question de relation, une question qui est critique, critique vis-à-vis de la position d'Affaires mondiales Canada, ou si vous avez une position qui s'oppose au poste que vous occupez, alors cela en lui-même pourrait constituer une violation de votre devoir de loyauté. Un exemple, c'est la décision de 2013 de la Cour fédérale qui concernait un employé qui traitait des réclamations des terres autochtones, qui a manifesté contre les Jeux olympiques sur la base que les Jeux olympiques se tenaient sur des terres autochtones volées. Et le conseil a considéré que c'était incompatible et incohérent avec les responsabilités de cet employé. Alors, le ministère pour lequel vous travaillez, le rôle que vous occupez, est-ce que vous êtes un employé qui occupe un poste public ou qui représente publiquement le gouvernement ou l'organisation? Alors, dans ces circonstances-là, les restrictions sur votre droit d'expression seront plus élevées que si vous ne travaillez pas à ces postes-là. Et si vous avez de l'autorité sur certains employés, cela également limite votre droit à l'expression, votre liberté d'expression. Si vous avez une photo de vous-même avec votre carte d'identité du gouvernement dans une photo et une banderole ou une bannière avec un message que vous communiquez et que vous vous identifiez comme un employé, alors dans ces circonstances-là, les conséquences vont être encore plus sévères.
D'autres points à prendre en compte, c'est les politiques. Est-ce qu'il y a des politiques, est-ce qu'il y a des messages qui ont été publiés demandant aux employés de ne pas s'adonner à de telles pratiques ou à prendre part à de telles manifestations? Et sur ce, je voudrais juste insister que c'est des facteurs qui vont être pris en compte. Alors, d'autres facteurs à prendre en compte, c'est votre rôle dans une manifestation. Est-ce que vous l'organisez? Est-ce que vous prenez parole pendant cette manifestation ou est-ce que vous participez? Est-ce que vous vous portez des pancartes, est-ce que ces pancartes contiennent des informations exactes? Tout cela joue un rôle. Et une autre chose que je voudrais insister, sur laquelle je voudrais insister, c'est que bon nombre de personnes sont au courant du fait que l'employeur peut agir contre vous et cela, bien entendu, est sujet à votre droit de soumettre un grief. Et dans ces circonstances-là, ce que j'aimerais préciser ici, c'est que vous devez faire attention au fait que l'employeur pourrait entreprendre des actions non justifiées ou justifiées. Et c'est un processus dans lequel auquel vous devez vous soumettre. Donc, vous devez tenir compte de ces facteurs-là avant et non pas après les faits. Donc, il s'agit là de différents faits qui vont être pris en compte en compte pour rendre une décision. Également, très souvent, on entendra parler de la loi canadienne sur les droits de la personne. J'aimerais mentionner que dans certaines juridictions, et dans différents droits ou lois sur les droits de la personne au Québec ou ailleurs, la liberté d'expression dans le domaine politique sera protégée dans le cadre de vos droits humains. Et sous la loi canadienne, la, la liberté d'expression dans le contexte politique n'est pas couverte. Et dans certains dossiers sur lesquels je travaille en ce moment, nous avons une femme d'origine palestinienne qui a publié un message sur Twitter plutôt, sur ce qui se passe. Elle a parlé d'un des bombardements et un de ses collègues a pris une capture d'écran, l'a envoyé à l'employeur et l'employeur l'a renvoyé au motif qu'il ne se sentait pas en sécurité en sa présence et cela peut avoir d'autres relents sur la base de la race, de la religion, ou des croyances ou des opinions politiques. Donc, cela n'est pas couvert dans le cadre de la loi canadienne sur les droits de la personne. Bref, le message que j'essaye de vous faire passer, c'est qu'en tant qu'employé de la fonction publique fédérale, vous avez des droits couverts sous la charte qui protègent votre droit et liberté à l'expression et à l'association, mais ces droits-là comportent des limitations auxquelles vous devez faire attention et toujours impliquer votre syndicat à chaque fois que vous anticipez qu'il pourrait avoir des problèmes. Merci, Wassim. Merci pour ce très beau survol et pour l'explication des droits dont bénéficient les travailleurs et les travailleuses. Je vais me faire l'écho de ce que tu as dit. Contactez votre syndicat. Si on vous discipline pour quelconque opinion que vous avez affichée, communiquez avec votre syndicat. Vous avez le droit d'être accompagné dans votre processus de discipline par votre syndicat et un délégué syndical. Et si vous êtes discriminé, victime de discrimination de quelconque façon, racisme ou autre, communiquez sans tarder avec votre délégué syndical. Merci aux panélistes. Il nous reste à peine une dizaine de minutes. Nous allons tenter de répondre à un maximum de questions dans le temps qui nous reste. Encore une fois, on a présenté dans la foire des questions. Je vais en lire quelques-unes. Je vais commencer. Une question pour Labour for Palestine, à Hassan. J'inviterai à tous les panélistes de revenir à l'écran. Alors, la première question. Moi, je suis nouveau délégué syndical. Je tente de convaincre mon syndicat d'émettre un communiqué de presse. Je ne suis pas affilié au plus large mouvement syndical. Comment est-ce que je peux trouver d'autres syndicalistes comme moi dans ma ville qui sont intéressés à faire avancer la question? D'abord, communiquer avec Labour for Palestine. Nous avons des militants dans plusieurs syndicats, dans plusieurs villes. Nous pouvons faire le lien entre vous et ceux-ci
et vous mettre en contact avec des syndicats et des syndicalistes qui font avancer les intérêts de la Palestine et des Palestiniens au lieu d'afficher une annonce. Alors, communiquez avec nous, soit par les médias sociaux, et ça nous fera plaisir de vous mettre en contact. Merci, Hassan. La prochaine question, c'est peut-être une question à laquelle tu voudras possiblement répondre, mais je vais demander à Judy de se mouiller d'abord. Je veux reconnaître la personne qui a présenté la question. J'échange avec cette personne. Je suis content que tu aies accepté d'être au rendez-vous ce soir. J'espère que le webinaire aura éclairé et répondu à certaines de tes questions. Donc, la question, Judy, pour toi d'abord, quelle est la solution? Qu'est-ce que ça veut dire de libérer la Palestine? Qu'arrivera-t-il des Israéliens et des Palestiniens qui habitent sur les lieux? Oh, désolé, Judy, ton micro est toujours en sourdine. Ben, c'est pas à nous de définir la solution. C'est aux gens qui se trouvent dans la mire des tirs. Je vous ai dit, je ne suis pas d'accord avec l'État hébreu, mais c'est un fait maintenant. Il y a des gens qui sont arrivés ici et on a créé le Canada et on a massacré des Autochtones. Je ne suis pas d'accord non plus, mais on est là. Et je ne pense pas qu'on peut remonter dans le temps. Et Israël, l'État hébreu non plus. Bon, on ne peut pas. Cette idée de vouloir pousser tous les Israéliens dans l'océan, c'est une rhétorique, c'est inflammatoire comme propos. Alors, ce n'est pas à nous de décider. C'est les gens qui sont là. Si je sais une chose toutefois, c'est qu'on n'arrivera pas à une solution par la violence. Et cette histoire du droit d'Israël de se défendre, c'est de la foutaise. Israël, c'est un colonisateur. Ils sont des occupants. C'est pas comme si on se lance en guerre. Cette idée qu'Israël a le droit de se défendre. Bon, mais c'est mal cadré la discussion. Ce qui se passe dans le sud d'Israël et les attaques, la réponse à ça, c'est pas d'assassiner des milliers de Palestiniens. Et on va mettre le feu aux poudres. Et donc, je ne pense pas que c'est à nous de répondre. Et je pense qu'on n'est pas tenu d'y répondre. Notre travail, c'est de forcer notre gouvernement à, un, obtenir un cessez-le-feu et deux, ouvrir la frontière pour que puisse pénétrer l'aide humanitaire. Et la solution, ben, c'est une discussion à plus tard, n'est-ce pas? Merci, Judy. Hassan, tu voulais ajouter? Oui, je veux répéter ce qu'a dit Judy. La tâche première, c'est l'appel au cessez-le-feu. Ce que refuse de faire le gouvernement du Canada est de mettre fin à cette guerre meurtrière. Notre travail de syndicats et de syndicalistes, nous devrons être à la hauteur pour répondre à l'appel des Palestiniens. Nous devons dresser, si vous voulez, un piquet de grève de la Palestine. C'est ce qu'on nous demande de faire, sans fournir une solution. Il y a des demandes de base. J'en ai parlé. C'est de lancer la discussion. Et c'est ce que veulent les gens, les Palestiniens qui sont opprimés et qui sont victimes d'occupation depuis 75 ans. C'est ce qu'ils veulent de nous comme geste de solidarité. Mais je tiens à répéter que la solution devra venir de la région et pas de puissances étrangères et ni de nous. Merci Hassan, merci Judy. Donc, je vais changer au français.
Cette prochaine question a été posée en français, donc je vais la répondre en français et je pense qu'elle est dirigée vers moi. La question est-ce que l'AFPC mettra de la pression sur le gouvernement canadien pour un cessez-le-feu à Gaza? Et je peux dire que, comme j'ai mentionné dans mon introduction, l'AFPC est un signatoire sur la coalition pour un cessez-le-feu. Vous pouvez trouver la déclaration complète sur ceasefirenow.ca. Donc, la FPC s'est signé à cette coalition diverse de différents groupes, des groupes religieux, des groupes communautaires, des groupes progressistes et humanitaires et bien sûr d'autres syndicats. En addition à ça, je ne prétendais pas être capable de parler pour l'AFPC au complet, mais je peux certainement parler pour l'AFPC-RCN. Et je peux vous dire qu'ici, dans la région de la capitale nationale, l'AFP-RCN continue à soutenir les efforts de mobilisation pour la paix, pour un cessez-le-feu et pour la libération du peuple palestinien. Bon, revenons. Wassim, je te lance la prochaine question. Si tu veux activer ta caméra. Je crois que tu en as traité dans ta présentation, mais peut-être que tu veux amplifier la question. Sommes-nous, fonctionnaires publics, proscrits de nous prononcer publiquement? Bon, les tribunaux ont statué que dans une société démocratique, les personnes ont la liberté d'expression. Les préoccupations dont il faut tenir compte, toutefois, c'est le poste qu'on occupe, les responsabilités qui nous incombent, la mesure dans laquelle on a une présence publique et si cette présence publique peut être incompatible avec nos vues personnelles. Je sais que l'Alliance a un outil où on peut saisir l'expression que l'on envisage. Je sais qu'on a des critiques et les tribunaux ont parlé que la liberté d'expression existe, mais gardez à l'esprit qu'il y a des balises à respecter en matière d'expression et que tout le monde reconnaît qu'il s'agit simplement d'assurer la cohérence entre son point de vue personnel et le rôle que l'on occupe dans sa fonction professionnelle et dans son emploi. Personne ne vous dit que vous n'avez pas le droit de vous exprimer, que vous n'avez pas le droit d'adopter ou d'avoir une opinion particulière. Il s'agit de définir la mesure dans laquelle on est libre de partager publiquement nos points de vue. Alors, Wassim, je reste avec toi. Il y a deux autres questions. Alors, une autre question, donc, si toutes les communications que l'on diffuse dans nos médias, qu'est-ce qui arrive si on s'exprime sur le conflit en soi et non pas, si on ne critique pas le gouvernement comme tel? Bon, disons que personne n'est à l'abri d'être critiqué. Il pourrait bien sûr résulter une enquête et un processus de tout affichage public. Alors, je réitère que avant de se prononcer publiquement, toute personne devrait être en mesure de défendre ses opinions, doit être en mesure de justifier les exemples donnés, par exemple, de se présenter avec un CAFIA sur les lieux du travail. Encore une fois, je ne veux pas me répéter, ça dépend. Si on porte simplement un foulard, ben, vous êtes sur les lieux du travail, vêtu comme vous le souhaitez. Mais si quelqu'un vous critique, vous devez être prêt à expliquer ce que c'est, pourquoi vous portez cet article et que l'employeur, hmm, plus souvent qu'autrement, imposera des limites plus sévères que les limites réelles. Donc, c'est un outil assez brut pour éviter des situations et ça limite malheureusement l'expression. L'Alliance reproche au gouvernement cette approche
et il y a des ressources qui doivent être mises à profit pour renforcer le droit à l'expression publique et la libre expression. Mais quand on parle pour la paix, on milite en faveur de la paix. Si c'est une position générale, si on ne travaille pas, par exemple, pour Affaires mondiales et on n'a pas de rôle public comme fonctionnaire, ben, on peut s'exprimer assez librement. Mais, encore une fois, gardez à l'esprit que l'employeur voudra vous menotter d'une façon à assurer et se mettre à l'abri de toute critique publique. Et donc, ça pourrait vous limiter dans votre expression. Merci, Wassim. Et encore une fois, en cas de doute, communiquez avec votre syndicat. Alors, il est donc 8h32 avec la permission de tout le monde. Une dernière question. J'invite Hassan et j'inviterai ensuite les panélistes à se prononcer individuellement pour des commentaires de clôture. Je veux que mon syndicat appuie le BDS. D'autres membres sont préoccupés qu'on s'oppose à des pouvoirs. Comment est-ce qu'on peut susciter la discussion? Comment faire avancer? C'est une question importante. L'essentiel, bien sûr, pour répondre à cette question, il doit avoir une intention commune. On ne peut jamais faire cavalier seul. Les héros sont mal bienvenus, ne sont pas bienvenus. Le point de vue doit être commun et quand on fait avancer, par exemple, les revendications pour un cessez-le-feu et pour BDS, bon, il faut s'adresser collectivement, que ce soit aux dirigeants syndicaux, aux fédérations du travail. Il faut travailler de façon collective. Il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser. Il y a des outils qui peuvent appuyer votre militantisme et d'autres membres qui n'ont peut-être pas la même solidarité envers la Palestine. Alors, consultez notre site web. Il y a des conférenciers qui peuvent aller parler à votre groupe. Alors, ne faites pas ça seul. Communiquez avec nous. Et il faut aussi reconnaître que le mouvement syndical, le mouvement étudiant et l'organisation, je peux vous dire qu'il y a une importante transformation au niveau du soutien de la Palestine. Inaudible pour l'interprète. Malgré tous les efforts qu'on peut déployer pour faire peur aux gens, il y a des améliorations constatées dans la discussion et les efforts d'organisation dans le mouvement syndical. Utiliser ces moyens pour avancer les enjeux. Encore une fois, communiquez avec nous, avec Independent Jewish Voices, et on pourra vous appuyer, et vous et vos collègues. Merci, Hassan. Alors, des remarques de clôture. Commençons par Judy. Judy, tu es en sourdine, encore une fois. Je ne suis pas habitué d'être en ligne. C'est peut-être pas tard pour les autres, mais pour moi, c'est tard. Ben, essentiellement, ce que je tiens à vous dire, je constate un soulèvement qu'on n'a pas vu. On a vu les Black Lives Matter, mais c'était surtout la communauté noire avec les alliés qui se sont mobilisés. La collective est beaucoup plus importante. Je crois que c'est samedi dernier à Toronto. C'était un groupe que j'ai vu le plus diversifié au niveau des âges, des races des participants. Et finalement, et le sort du peuple palestinien,
ces gens marginalisés depuis tellement longtemps. Bon, on est sur le point de sortir du carcan. Et c'est à tel point important. J'ai 78 ans, je vous le dis. Et quand j'ai entendu parler du massacre, j'ai tout de suite su comment réagirait l'État hébreu. Et je me suis dit, j'en peux plus. Parce que moi, je peux plus faire ça. Je n'ai plus l'énergie. Et c'est vrai, mais je le fais parce que nous en sommes à un moment critique de l'humanité. Si les puissances occidentales comme les États-Unis, le Canada peuvent appuyer un massacre déplorable comme celui-là, le génocide que perpétue Israël, en justifiant que, bon, ben, c'est dans notre intérêt d'appuyer Israël, n'est-ce pas? On... Les choses vont s'envenimer pour nous tous si ça se produit. Alors, on ne peut pas permettre que ce soit le cas. Je pense que les gens ressentent et quand on participe à des manifs, c'est super comme euh, euh, on a eu au TMU, anciennement Ryerson, j'ai participé à une séance d'enseignement pour Gaza. Et on a servi des mets palestiniens. Et il y a un jeune homme qui était dans l'ascenseur avec moi. Il m'a dit, je veux te remercier parce que comme Palestinien, je me sens tellement seul et je pense qu'on a un soutien ici. Et je veux vous remercier pour ça. Et ça m'a tellement touché de savoir que un peuple brutalisé, isolé, vivifié pendant tellement longtemps que finalement, on se soulève pour les appuyer. C'est beau. Et merci. Trouver le moyen d'appuyer un cessez-le-feu et de, de permettre à ce que l'aide humanitaire pénètre dans la bande de Gaza. Des mots tellement puissants, Judy. Merci. Avant de passer à Wassim pour ses dernières remarques, je veux mentionner que Rana a dû nous quitter parce qu'il est à peu près 3 heures le matin en Palestine. Donc, elle est allée se coucher. Wassim, à toi. Un dernier point. L'action politique ou l'expression par le syndicat fournit des protections accrues quand on parle de collectif plutôt qu'individuel. J'encourage donc les gens à travailler par le biais de leur syndicat et de favoriser l'action collective. L'expression politique est protégée et reconnue par les tribunaux et aussi protégée par la charte. Alors, c'est mon dernier point. Alors, travaillez par le biais de votre syndicat avec vos collègues. Merci, Wassim. Merci d'avoir été là. Hassan, c'est à toi le mot de la fin. Alors, je voudrais envoyer un message aux militants et militantes du mouvement des travailleurs et travailleuses et leur dire qu'ils ont le droit d'être protégés pour avoir pris part à l'action politique et au mouvement relativement à la liberté d'expression. Et le fait que vous fassiez partie d'un syndicat, vous devez tirer pleinement profit de cela. Il n'y a jamais eu de meilleur moment de se prononcer que maintenant. Je voudrais dire que toutes les lois ne sont pas toujours nécessairement justes et les lois peuvent changer et les lois s'améliorent parce que nous repoussons les limites. Judy en a parlé. Les changements aux lois
surviennent du fait que la population remet en question l'autorité établie. Et s'il y a des moments où on doit dire à nos politiciens toute leur vérité, on doit se prononcer contre l'injustice, contre l'oppression et la subjugation des peuples palestiniens, c'est maintenant. Utilisez cette opportunité, réunissez-vous en tant qu'intellectuels, remettez en question, prenez une position basée sur des principes et sur la morale, et ensemble, allons défendre le droit des Palestiniens et Palestiniens à aspirer à leurs droits politiques, civils et humains, et également au droit à l'autodétermination ou à la liberté. Merci confrère. Alors, avant de conclure, j'aimerais mentionner à tous les participants et participantes on va envoyer un courriel. Il y a énormément de bonnes questions, de personnes qui veulent avoir plus de questions qui ont des questions sur les ressources dont on a parlé. On va vous les partager, donner des liens à des groupes et à des sites web, ainsi qu'un enregistrement de ce webinaire que vous pouvez partager. Et nous n'allons pas probablement vous l'envoyer ce soir. C'est un travail de longue haleine, mais on va envoyer un courriel suivi, peut-être demain ou dans les jours à venir. Également, j'aimerais annoncer qu'il y a une journée nationale d'action le 4 novembre qui va être une journée d'action à travers le Canada. Ici à Ottawa, on va avoir un rassemblement à 14 heures sur la colline parlementaire. Il y a également un rassemblement sur le climat qui va se muer et rejoindre le mouvement en soutien de la Palestine plus tard. Donc, on vous encourage à nous rejoindre le 4 novembre également. Le 12 novembre, il va y avoir une autre journée nationale qui appelle au cessez-le-feu, et on va vous publier plus d'informations en ligne, et je vous encourage également à y participer. Sur ce, permettez-moi de vous remercier à tous et à toutes, et de remercier tous nos panélistes et à tous ceux qui ont travaillé à l'arrière-plan, les techniciens, les interprètes, notre équipe technique. Merci de nous avoir rejoints pour échanger sur le sujet. Et j'aimerais dire à tout le monde, prenez soin de vous et restez en sécurité. Solidarité.